Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour cet nouvel épisode de notre série. Dans cette série, dans cet épisode, on va parler des émotions, de la place des émotions dans le soin, comment est-ce qu'on peut les rencontrer concrètement en soi, comment est-ce qu'on va décoder notre ressenti et comment est-ce qu'on peut élargir nos pratiques de soin. Bonjour, je suis Alain Kassoura. Je suis médecin ostéopathe, formateur, et dans cette série Voyage d'un corps à l'autre, nous vous proposons de cheminer à travers l'énergie, l'émotion, la pensée, concrètement, dans l'introspection et dans le soin. Nous sommes accompagnés par Cécile. Bonjour Alain. Cécile. Bonjour, tu vas bien? Ben écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invité à Avec passer ce moment avec toi. Avec plaisir. Pour ma part, donc, je m'appelle Cécile Renaud, j'accompagne les professionnels du bien-être, notamment à trouver les bons mots pour souffler à l'oreille de leurs clients favoris de façon alignée, à la fois pour eux et à la fois pour leurs clients de cœur. On démarre? Allons-y. Ça te va? Allons-y. Ok, alors aujourd'hui donc on va parler des émotions, peut-être pour ton public qui est notamment des ostéopathes, kinés, praticiens du corps. Comment en tant que soignant on peut contacter les émotions d'un patient? Alors, j'ai évoqué dans les premiers épisodes cette représentation d'un corps avec des poupées russes, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, comme si on était fait de poupées russes. Mais il est important de comprendre qu'en fait c'est une représentation et que ces corps ne sont pas séparés. Il y a une interaction constante entre la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension mentale. Et donc, à travers, par exemple, certaines pratiques, comme le rêve éveillé, je propose dans mes séminaires de se confronter à des situations qui vont provoquer des émotions et qui vont réveiller en moi à la fois un senti physique, un ressenti et une représentation. Je m'imagine revoir quelqu'un, un être cher que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ah, je sens de la joie, je sens cette émotion-là. Qu'est-ce que ça me fait physiquement? Et puis, quelle représentation j'en ai. J'imagine que je sors dans la rue, hop, et je croise une voiture qui vient me couper la route devant. Hop, qu'est-ce que ça crée en moi? Une émotion. Qu'est-ce que ça crée physiquement en moi? Et à quelle représentation aussi ça me renvoie. Donc, ce travail-là, à travers le réveillé, nous permet de contacter différents costumes. Tout d'un coup, quand je ressens une émotion dans une situation particulière, ah tiens, je me sens dilaté, comprimé, plutôt comprimé ici, plutôt comprimé dans le ventre, etc. Hop, c'est comme si j'enfilais différents costumes. Et là, je commence à contacter les émotions et à voir leur interaction aussi avec la dimension physique et la pensée. Donc, le senti physique, le ressenti, l'émotion, la représentation, la pensée, c'est vraiment la base de tout notre travail. Alors, pour les ostéopathes, initialement, je m'adressais surtout aux ostéopathes. Comment est-ce qu'on peut rencontrer une dysfonction émotionnelle? C'est quand même un petit peu étrange. Alors, si on revient en arrière, qu'est-ce qu'une dysfonction ostéopathique? Il faut entendre par dysfonction quelque chose qui ne marche pas bien, quoi. Une dysfonction ostéopathique, c'est caractérisé par différents critères, une perte de mouvement, une augmentation de la tension et une augmentation de la densité. C'est une zone du corps qui bouge moins bien, qui devient plus dense et plus tendue. C'est vrai, par exemple, au niveau d'une articulation. Pour un genou, il bouge moins bien, il y a des tensions, la personne ressent des tensions physiques, et quand on pose les mains, on sent une densité particulière, différente de la densité de l'autre genou. On a l'impression qu'il est plus dur, plus figé, etc. Ça, c'est donc une dysfonction ostéopathique, classique, qu'on peut retrouver au niveau des vertèbres, etc. Bref. Mais de quoi on parle quand on parle des émotions? Eh bien, les émotions, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est traversé par des émotions. C'est un peu comme
le ciel avec les nuages, les orages, le soleil, etc. Bon, bref. On est traversé par des émotions, c'est normal, ça fait partie de la vie, on ne peut pas enlever les émotions. Mais parfois une émotion peut se figer, se fixer, donc perte de mouvement. Ok. Hop. Elle se fiche dans un endroit du corps. Et même cet endroit-là, il peut aussi lui-même vraiment bouger moins bien d'ailleurs. Mais bon, mais perte de mouvement des émotions. Voilà. Étonnamment, quelque chose devient plus lourd, plus dense. Et quelque chose devient tendu aussi. Et donc en fait, cette dysfonction émotionnelle, sous les mains, et c'est ça qui est étonnant, correspond à une perte de mouvement, une augmentation de la densité, une augmentation de la tension, et on revient vraiment au même schéma que celui de la dysfonction ostéopathique. Et ça va être pareil avec les pensées. Quand une pensée se fige, etc., on aura une dysfonction, à travers une forme pensée, on pourra dire une pensée qui se fige et qui devient envahissante et qui conditionne mon comportement, etc. Donc, pour rencontrer cette dysfonction ostéopathique émotionnelle à travers le corps, il faut que je construise un référentiel perceptif. Qu'est-ce que c'est un référentiel perceptif ? Au début, quand j'ai commencé l'ostéopathie, j'avais l'impression que je ne sentais pas. Je dis j'avais l'impression parce qu'en fait tout le monde sent. Si vous posez votre main sur le jean, vous sentez que vous avez la main posée sur le jean. Ne vous posez pas de questions, vous ne dites pas qu'est-ce que je dois sentir. Bon, donc, mais après, j'avais une représentation de ce que je devais sentir. J'écoutais les gens parler, mes enseignants parlaient, et moi je ne sentais pas ce qu'ils sentaient. Et voilà. Et donc j'étais enfermé en fait dans cette impression de ne pas arriver à sentir. Et un jour, j'ai rencontré Pierre Tricot, un formateur, un ostéopathe, et qui m'a fait comprendre que chacun en avait notre ressenti. Et c'est vrai, parce que le goût de la cerise, le goût de la fraise, le goût de la framboise, la façon dont je vois un tableau, dont je vois les couleurs, par exemple, on ne voit pas tous de la même façon les mêmes couleurs, etc. Mais c'est vrai pour le toucher. Et donc, mon senti ne va pas être le même. Et donc, il faut que ma main apprenne à sentir. Que ma main apprenne à sentir la peau, le muscle, l'os, tel ou tel organe. Okay. Ça, c'est au niveau physique. Mais au niveau émotionnel, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir que ma main apprenne à sentir. Et comment faire pour sentir ça, pour sentir la peur, la colère, la joie, la tristesse, etc. Alors, il y a différentes pratiques. Dans mes séminaires, je propose différentes pratiques. Et l'une des pratiques qui laisse un peu les gens sceptiques au début, c'est qu'on prend un ballon de baudruche. C'est avec Pierre Tricot, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire ça. Ouais. Et on prend un ballon de baudruche, on pose les mains dessus. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on sent ? On sent un ballon de baudruche. Donc, voilà. C'est tout. Plus ou moins gonflé, plus ou moins tendu, plus ou moins dense, etc. Mais on va se mettre en état modifié de conscience. On va solliciter des émotions en nous, un peu comme on l'a fait à travers les situations particulières de la vie, etc., où je croise la joie, la peur, la tristesse, etc. Mais là, notre attention ne va plus être fixée sur tout notre corps, en fait, elle va être fixée sur l'émotion que je laisse venir à moi et ce que je sens dans le ballon. Okay. Et étonnamment, alors au début on va dire mais je sens rien, je sens un ballon, je sens rien, bref, etc. Mais petit à petit, en décodant, on va s'apercevoir que telle émotion va correspondre à tel senti entre mes mains, etc. Et donc chacun va construire son référentiel. Il ne s'agit pas pour moi de dire, parce que je pourrais vous raconter, vous dire comment moi je sens la peur, la tristesse, la colère, j'ai un senti très précis, très fiable, c'est toujours le même. Parce qu'après du coup, quand tu poses la main sur un patient, toc, tu as l'émotion qui vient en toi, et tu la reconnais parce qu'elle est classée, elle est rangée, etc. C'est comme si tu avais créé ta grammaire. Voilà, mais si tu veux, la première chose, c'est qu'il faut la créer, et il ne s'agit pas que moi je dise, ben voilà, la joie c'est comme ci, la tristesse c'est comme ça, etc., etc. Et donc c'est à chacun de cheminer, de rencontrer son référentiel perceptif, non plus physique, le foie il est comme ci, le rein il est comme ça, mais émotionnel. D'accord. Et alors, créer ce référentiel perceptif, en fait, ça nous ouvre les portes du soin. D'accord.
Parce que je ne vais pas me fier à ce que dit mon patient. Bien sûr, je vais écouter ce qu'il dit. Mais on peut être très surpris. C'est-à-dire qu'un patient peut avoir tel ou tel comportement qui laisse entendre qu'il est comme ci, comme ça. Et quand je vais poser les mains, je vais rencontrer autre chose. Okay. Et donc là, je vais me mettre sur le chemin du senti et je vais partager avec lui et voir si ça fait écho avec lui. Je ne vais pas imposer mon senti comme une vérité. Là encore, toujours, la rencontre avec le patient, c'est un dialogue, l'interface, c'est la main, et on chemine ensemble. Et il ne s'agit pas que j'impose, de la même façon que dans mes stages, je n'impose pas une représentation du monde. Quand je suis avec un patient, je n'impose pas ma représentation. C'est ensemble qu'on chemine. Mais ça crée une autre base, et ça arrive souvent qu'on parte sur un autre chemin que celui qui avait été initialement prévu. Voilà. Et ça prend tout son sens. Bien sûr. Je comprends. C'est aussi des chemins qu'on peut trouver en coaching, où la personne peut arriver à énoncer son problème d'une façon, et en cheminant, on va trouver parfois une question qui va surgir ensuite, et finalement, on va choisir ensemble celle-là de traiter. Ouais, qui sera plus importante, qui sera plus signifiante. Ouais, c'est ça. Qui nous rapprochera plus de la source. Exactement. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler des différentes façons d'utiliser le référentiel, justement, ce référentiel perceptif dans le soin ? Mais oui, on va. Alors, on l'avait vu un peu quand on a abordé le corps énergétique. Oui. On avait vu qu'il y avait différentes façons de traiter, une façon qui était plus interventionnelle, oui, et une façon qui était plus ouverte, on va dire, moins dans la volonté. On retrouve ça d'ailleurs en ostéopathie, dans les pratiques de base, avec une ostéopathie dite volontaire, où j'interviens, oui, je manipule, et une ostéopathie qui est plus dans l'involontaire, où j'écoute. Alors là, en ce qui concerne... l'ostéopathie crânio-sacrée ? Par exemple, oui. Okay. Mais là encore, si tu me permets cette petite digression, c'est que dans l'ostéopathie crânio-sacrée, je peux avoir une attitude volontaire, c'est-à-dire sentir que le temporal est fixé à droite et me dire mais il est fixé à droite et je vais appliquer une technique pour libérer le temporal à droite, ou je peux avoir une attitude beaucoup plus d'écoute dans laquelle les tissus vont se dérouler et peut-être qu'à un moment donné, cette libération va se produire. Donc, c'est pas tant... on peut aborder le structurel de façon volontaire et involontaire, on peut aborder le viscéral de façon volontaire et involontaire, le crânien de façon volontaire. Mais c'est vrai que souvent, le crânien représente cette façon d'aborder les choses, parce que l'image qu'on a, c'est quelqu'un avec les mains posées sur la tête qui fait la sieste pendant que le patient se demande ce qu'il fait. Voilà. Et donc, effectivement, là, nous sommes dans l'involontaire. Oui. Total. Donc, oui. Et donc, dans le monde, dans ces pratiques autour des émotions, on peut être amené à intervenir pour enlever une émotion, en quelque sorte. Alors là, on pourrait parler d'une émotionnelle, de ce que ça peut être comme émotionnel. On a abordé la dysfonction émotionnelle, qui représentait une émotion qui était fixée à un endroit du corps, et qui le tyrannisait en quelque sorte, et qui engendrait certains comportements, etc. Le nœud émotionnel, c'est la représentation de cette énergie qui est enquistée, souvent enquistée dans un organe, cet organe, en quelque sorte, perd de son énergie, parce que l'émotion vient lui, un peu comme une sangsue, lui sucer l'énergie en quelque sorte. Donc il y a un vide d'énergie dans cet organe, mais à la fois il y a un plein d'énergie parce que la sangsue est gorgée de cette émotion. Donc on rencontre à la fois un vide énergétique de l'organe qui a perdu ça, et puis le plein de l'émotion qui est venu parasiter en fait ça. Et donc ce nœud émotionnel correspond souvent à une émotion. Alors, en médecine traditionnelle chinoise,
par raccourci, on associe parfois, par raccourci, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, on associe parfois, par exemple, la colère au foie, la tristesse au poumon, etc., etc. Il faut sortir de ces schémas-là. On est sur un organe, on a l'impression que c'est fiché, on sent une émotion. Quelle est cette émotion ? Je peux sentir de la colère sur le foie, pourquoi pas, hein, voilà. Donc il ne faut pas... ça, c'est des repères, finalement, voilà, qui ont été énoncés par certaines c'est des repères. Ça correspond plus souvent, effectivement, à telle ou telle association, mais il faut se laisser guider par notre senti. C'est le plus important. Voilà, parce que le senti est plus important que les représentations théoriques qu'on peut en avoir. Parce que dans la vie, on sait bien que la pratique, souvent, nous déborde les cas de la théorie. Et puis ça voudrait dire qu'on remonte dans le mental, alors que là, on essaye d'être dans l'accueil. Voilà, tout à fait. Donc en fait, je sens une émotion, je sens un lieu dans un organe, et elle correspond à quoi en fait ? Parce que cette émotion, souvent, elle correspond à un trauma. Donc énergétiquement, je peux retrouver des dates en fait dans la vie de la personne. Souvent, si tu veux, ce sont les mêmes traumas qui reviennent en fait, et qui petit à petit font qu'une émotion s'ancre. Et souvent, on est victime de traumas de même nature. Donc on trouve plusieurs dates, par exemple, souvent trois dates. Ces dates, on demande à la personne, mais alors quand vous aviez, mettons, 10 ans, est-ce que vous n'aviez pas été confronté à une situation où il y a beaucoup de tristesse, etc. Bon, on voit ce que ça va. Si c'était la tristesse, par exemple, qui était sollicitée, et puis après, peut-être quand vous avez, j'en sais rien, 5 ans, et puis peut-être à votre naissance, est-ce qu'il y a eu, si c'est les 3 dates qui sont sorties, ça peut être la vie intra-utérine aussi, hein, qui sort. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant votre grossesse ? Qu'est-ce que vous savez pendant que vous étiez dans le ventre de votre maman, qu'est-ce que vous savez de la grossesse de votre maman à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu un événement tragique, etc. Peut-être, oui. Le décès de son père, par exemple, qui l'a plongé dans une profonde tristesse, etc. Voilà, ça peut... Donc, voilà. Donc 3 dates vont émerger, non pas du récit de la personne, mais énergétiquement, là encore, voilà. On va voir si ces dates ont du sens, etc. Et là, on a défini un nœud émotionnel, une nouure émotionnelle, qu'on peut sentir entre les mains, et étrangement, qu'on peut sentir entre les mains, on peut sentir cette énergie stagnante, cette densification de l'énergie fixée au niveau de l'organe. Et donc j'en viens à la façon dont on peut traiter. Mais on peut enlever ça, un peu comme un chirurgien en fait. Voilà, on fait une espèce de chirurgie énergétique. Alors, ça fait plaisir parce qu'on se sent tout puissant, tu vois, hop, j'enlève l'énergie, etc. C'est bien, ça a un côté un peu magique, mais il ne faut pas trop s'illusionner. L'important, c'est la façon dont on fait les choses, c'est d'être bien présent avec la personne, et que la personne ressente que la personne sente qu'il se passe quelque chose. Et on verra après que l'important aussi, ça sera de faire un acte symbolique d'ancrage aussi, qui va permettre un changement de comportement. Donc ça, c'est la première façon de faire, la façon de faire qui est plutôt interventionnelle. Et puis on pourrait voir une autre façon de faire, qui se rapprocherait plutôt de l'écoute, où en fait, c'est le patient qui va cheminer, aidé par le thérapeute, bien sûr. Et donc, on va amener le patient dans un état de conscience modifié, en quelque sorte, et on va l'inviter à visiter cet organe-là. Par exemple, si c'était le foie, hein, rentrer à l'intérieur du foie, voir ce qu'il rencontre, quelle émotion il trouve, etc. Et puis peut-être qu'on va... Et là, selon ce qu'il va rencontrer, selon ce qu'il va décrire, on va le guider, essayer de transformer ce qui est vu, ce qui est senti, ce qui est ressenti, les représentations qu'il y a, pour transformer ça, et petit à petit, on va peut-être même revisiter comme ça le trauma vécu, peut-être le trauma initial ou les suivants, etc. Et donc, le patient va faire un chemin comme ça, et en même temps que le patient fait le chemin, le thérapeute, les mains posées, sans le corps qui travaille, sans les modifications qui se font, sans si on va vers plus de mouvement, alors que c'était figé, vers moins de densité, alors que c'était très dur, très fermé, très, très, très dense, moins de tension, tout le corps paraissait beaucoup plus tendu, etc. Et donc, on sent cette évolution-là, c'est notre guide. Si on sent qu'au contraire, on va vers de plus en plus, si le corps est de plus en plus figé, de plus en plus restreint, de plus en plus tendu, c'est qu'on n'est pas forcément sur la bonne piste, donc on va essayer de trouver une autre piste, etc. Donc là, le patient, en fait, chemine,
et guidé par le soignant. Et le patient n'est plus le Deus ex machina qui arrive et qui enlève ce problème. Dans les deux cas, c'est important après de faire un travail où on retrouve justement le senti, le ressenti, la représentation qu'on a à la fin du soin. L'idée, c'est qu'à la fin du soin, le patient, il se sent différent, il se sent en général mieux, il se sent en général plus léger, plus libre. Peut-être qu'il dira, mais tiens, c'est marrant, quand je pense à telle situation, ça me fait plus rien. Enfin, c'est drôle, c'est comme si je ressens plus la même chose. Je sens qu'il s'est passé, je ne sais pas quoi dire, mais il s'est passé quelque chose. Donc, recontacter ça pour l'arroser en quelque sorte. C'est comme la graine qu'on va, voilà, pour faire que le fonctionnement passé, l'impact du trauma, le trauma il a existé, il a été là, les traumas ils ont été là. On ne va pas les enlever, mais l'impact va changer. Le senti va changer, le ressenti va changer, la représentation va changer. Et donc, là, pendant 3 semaines, souvent on fait faire ça pendant 3 semaines, le patient va faire un acte symbolique d'ancrage en quelque sorte, mais là, par exemple, ça peut être très simple, ça peut être, par exemple, on peut tirer une huile essentielle agréable pour le patient peut juste, par exemple, masser cette région sur laquelle il a travaillé, puis poser la main dessus, respirer l'huile, l'envoyer dans cette région, et éventuellement recontacter une image qu'il a eue, c'est peut-être à la fin du rêve éveillé ou à la fin du soin, senti dans un espace agréable, confortable, où il aime être bien, voilà, où il sent que voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé, une paix qui est retrouvée. Donc arroser ça, recontacter ça, voilà. Et continuer le soin en autonomie. En fait. Voilà. Et éventuellement, s'il sent que, hop, il est confronté dans sa vie à une situation qui pourrait le renvoyer à cette faiblesse-là, hop, à se revoir dans cet espace, se revoir, même il peut y avoir éventuellement la petite fiole d'huile essentielle qu'il ouvre, qui respire comme ça, toc, voilà. Hop, et ça crée des ressources supplémentaires. Voilà, ça recrée un point d'ancrage, etc. Et donc là, il y a des chances que le comportement change et que le rapport à ces émotions évolue. Voilà. Merci. C'est un voyage qui est très riche, qui est très beau, en fait, qui est très émouvant aussi. Et là, c'est important que la personne puisse pleurer si elle a envie de pleurer. C'est pas, parce que parfois, les gens ils disent « Ah, excusez-moi, Mais non, mais vous êtes là pour... Si vous êtes en colère, soyez en colère, allez-y, voilà. Et donc, c'est important d'ouvrir les vannes pour le patient, c'est-à-dire de lui dire « Vous pouvez y aller » et qu'il sente qu'il peut y aller. Qu'il sente qu'en face de lui, la personne, elle est prête à accueillir. C'est un espace de sécurité pour lui dans lequel il va pouvoir... Voilà, et en fait, les personnes sentent aussi dans quelle mesure le patient, le thérapeute est ancré et est prêt à accueillir. Il y a parfois des choses qui sont... Il y a des récits qui sont tragiques, très très tragiques, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est important d'être là, d'être tranquille, et d'accueillir tranquillement, même le plus horrible. Parce qu'il y a parfois des situations qui sont terribles. Voilà. Et alors, en tant que patient, qu'est-ce que ça va nous apporter de mettre à jour les émotions ? Comme on peut le faire au travers de ces soins. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que on peut en quelque sorte être le jouet de ces émotions et être tout le temps dans la réaction. Il y a action et réaction. Et quand on vit tout le temps dans la réaction, c'est un petit peu épuisant. Si chaque fois que je me retrouve dans telle situation, paf, je repars sur telle... On a une sensation de subir en fait. Voilà, on subit en fait. On est le jouet de ces émotions. Allez, je vais un cas que j'ai entendu hier à la radio, mais que j'aurais pu entendre à mon cabinet. C'était autour du viol et de l'inceste. Et une personne qui, chaque fois qu'elle entendait la chaudière se mettre en marche, était plongée dans un très grand malaise. Incompréhensible. Pourquoi une chaudière qui se met en marche, voilà. Et en fait, ça faisait référence à un trauma incestueux, qui s'était passé tout près de la chaudière, etc. Voilà. Et donc, en fait, elle était le jouet là de hop, quelque chose qui arrive.
Un déclencheur, paf, une émotion qui me vient, un très grand mal-être. Et mais ça vient d'où? C'est quoi ce truc? Voilà. Donc sortir de cette situation où on est le jouet des émotions et mettre de la conscience. C'est vraiment très libérateur en fait. Et donc du coup après on peut affronter plus sereinement le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de paix en nous. C'est-à-dire que nos blessures accumulées au fil du temps, alors bon, il y a les célèbres blessures de Lise Bourbeau, là, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice, voilà. Mais bon, on peut rentrer dans d'autres, on peut sortir de cette présentation-là des blessures, mais ce qui est sûr, c'est que nos blessures conditionnent notre comportement, notre ressenti et la représentation qu'on a du monde. Donc c'est une opportunité pour nous de nous libérer. C'est une opportunité d'ouvrir les portes de l'inconscient aussi, parce que voilà, quand on est le jouet de notre inconscience. Donc en fait, ça permet aussi parfois de laisser émerger l'inconscient. Par le corps et par les émotions. Et donc on laisse émerger des parts de nous qui étaient souterraines, non dites, qui peuvent être des parts personnelles, qui peuvent être aussi des parts transgénérationnelles. Qui appartiennent à notre lignée. Qui appartiennent à la lignée, des comportements qui se sont reproduits. Quand on étudie les lignées, c'est très très étonnant en fait ce qui se passe. On peut être très très troublé de voir comment le second garçon, de génération en génération, il s'est retrouvé confronté au même problème à tel moment, etc. Et pourquoi? Parce que, pourquoi on retrouve des similitudes qui nous renvoient peut-être à une tragédie initiale, par exemple. Voilà. Donc, il y a comme ça des non-dits qui se véhiculent. C'est pas évident de dévoiler. Qu'est-ce que je dois dévoiler? Qu'est-ce que je dois dire? Et j'imagine toujours que pour protéger les miens, je ne dois pas dire. Que comme ça, je les protège. Ben, c'est pas aussi simple. Et parfois, ne pas dire, au contraire, enferme dans ce mécanisme infernal. Les psychanalystes aiment dire que ce qui est tue. Ce qui n'est pas dit, tue. Voilà. Du verbe tuer. Voilà. Donc en fait, contacter ces émotions, les libérer, c'est une façon d'aller vers la paix intérieure, d'accepter les vicissitudes de la vie, d'accepter que la météo de la vie va être variable. Voilà. Elle sera ce qu'elle est. On sera traversé par des moments superbes et puis par des moments difficiles. Mais au moins, on essaiera au maximum de ne pas être sous l'emprise de cette météo. On essaiera de se dégager du pouvoir tyrannique des émotions. Alors je voudrais juste faire une petite aparté. Il y a des gens qui sont, enfin c'est pas le jugement que j'ai moi d'eux, mais qui se présentent un peu comme des handicapés des émotions. Qui disent, mais moi je ne sais pas ce que c'est que les émotions. Ça t'est arrivé ça au cabinet? Ah oui, voilà. Et du coup ils se sentent presque coupables de ne pas sentir d'émotion. Mon père est décédé, zéro émotion. Je n'ai rien senti, rien, et tout. Et donc on voit aussi que y a des gens qui peuvent souffrir de cette absence de conscience de cet espace-là. Il y a des gens qui sont soumis à cet espace-là parce qu'il est trop envahissant. Et il y a aussi l'inverse. Et pour ces gens-là aussi, c'est intéressant de cheminer et de voir ce qu'il en est. Et de rencontrer les différents costumes. Exactement. Voilà, de mettre les différents costumes et de voir ce que ça fait. Ok, merci Alain. Merci Cécile. Avec toi. Merci à vous d'être avec nous, de nous suivre. J'espère que ce chemin vous enrichit, à la fois si vous êtes thérapeute et à la fois si vous êtes interpellé par le sujet. Et le sujet, c'est l'être en fait. C'est qu'est-ce que je suis dans le monde. Et voilà, c'est quand même un sujet qui est passionnant. À bientôt. À bientôt.
Et pour nos amis ostéopathes, praticiens du corps et kinés, peut-être qu'on peut leur demander dans les commentaires s'ils ont eu l'occasion, au travers de leur pratique, de rencontrer l'émotion avec leurs patients et peut-être quelles réponses vous avez pu apporter dans l'instant. Voilà. Et partager voilà, la manière comment est-ce que les émotions viennent à vous et qu'est-ce que vous en faites après. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.